Eh bien, bonjour. Tout d'abord, est-ce qu'on peut se tutoyer pendant cette interview? Oui, bien sûr. Merci. Alors, Jonathan de Patoul, tu es député chez Défi en région bruxelloise, mais c'est peut-être la seule chose que les gens connaissent de toi. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Jonathan de Patoul, j'ai 40 ans. Alors, je suis vétérinaire de formation. J'ai travaillé d'abord comme vétérinaire plusieurs années en pratique rurale en France principalement. Et puis, je suis parti aussi à Madagascar, dans un projet de ferme-école en brousse là-bas, pour un peu essayer d'améliorer les techniques agricoles à Madagascar. Donc, je suis resté là 2 ans comme volontaire. C'est une expérience qui a été assez intense, assez importante pour moi. Surtout dans toutes les réflexions autour finalement d'un système, d'une planète qui doit être plus durable, de l'agriculture, de l'alimentation qui doit nous nourrir, de la problématique du système agricole, que ce soit en Belgique, en France, en Europe ou dans les pays du Sud. Eh bien, l'agriculteur n'arrive plus à vivre dignement de sa production, alors que c'est lui qui doit nous nourrir tous les jours. Donc, c'est un peu un des grands paradoxes de notre système aujourd'hui, où vous avez aussi, par exemple, au niveau mondial, près de 850 millions de personnes qui ont faim tous les jours. 75% de ces personnes sont des paysans. Après, je suis rentré forcément à un moment donné ici à Bruxelles. Moi, j'étais plutôt spécialisé dans les gros animaux en tant que vétérinaire. Il n'y a pas trop de vaches à Bruxelles. Je me suis demandé un peu ce que j'allais pouvoir faire. J'avais beaucoup aimé la coopération au développement. Et donc, j'ai commencé à travailler pour Vétérinaires sans frontières, mais au siège ici à Bruxelles, à Schaerbeek, sur toutes les questions de dérèglement climatique, de sensibilisation par rapport à l'importance de l'élevage paysan, la souveraineté, la sécurité alimentaire. Et puis de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis dit, j'ai travaillé pour une autre ONG qui s'appelle Défi Belgique Afrique, qui fait des échanges interculturels entre des jeunes Belges et des jeunes Africains. Donc on emmenait des jeunes, j'emmenais des jeunes à Madagascar en fait. Et on avait d'abord tout un parcours de formation pendant l'année basé sur la question des inégalités mondiales et de dire quand on est jeune, mais comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses par rapport à toutes ces problématiques qu'on a au niveau mondial. Il y avait aussi des jeunes Africains qui venaient ici en Belgique. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quand même une chose qui est importante pour faire bouger les choses. C'est la politique. C'est un levier d'action possible. Elle est souvent décriée. Et c'était l'époque d'affaires, de scandales politiques, Publifin, le SAMU social, etc., etc. Et donc on se rend compte que des mandataires, en fait, finissent par piquer dans la caisse pour leurs intérêts personnels, au lieu de faire fonctionner l'intérêt collectif. Et je me suis vraiment dit, moi, j'ai pas envie que des personnes comme ça décide pour l'avenir de la société dans laquelle je vis. Je crois qu'il y a plusieurs choix. Soit on pleure dans son coin en disant qu'ils sont tous pourris et que de toute façon ça n'ira jamais. Ou alors on essaye d'y aller et de voir comment ça se passe. Pourquoi pas essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Donc après avoir s'être pas mal engagé dans l'associatif, et puis depuis toujours dans les mouvements de jeunesse, les cercles étudiants, etc., je me suis dit on va essayer la politique. Et donc j'ai été élu conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre en 2018. Et puis il y avait les élections régionales qui suivaient quelques mois plus tard. Et je me suis dit on va essayer, on sait jamais. Et j'ai réussi à être élu député à la région bruxelloise. Je travaille principalement maintenant dans les commissions environnement, la question du bien-être animal évidemment qui me touche beaucoup. J'étais dans les commissions mobilité, maintenant je suis plutôt sur le développement territorial et je m'intéresse vraiment beaucoup aux questions de santé, surtout la prévention qui pour moi est fondamentale. Et donc, tu es arrivé chez Défi par l'ONG où tu avais travaillé? Non, pas du tout. Alors, ça avait rien à voir. C'est vrai qu'elle s'appelait Défi Belgique Afrique, mais il n'y a aucun rapport avec le parti Défi. J'avais pas très bien compris. Oui, pardon. Non, ça n'a aucun rapport. C'est tout à fait différent. Donc, vraiment, c'est une autre forme de défi. C'est une autre forme de défi. Et je suis arrivé à un moment donné, je veux dire, j'ai voulu m'engager en politique. J'avais pas de carte de parti jusqu'à ce que je m'engage, en fait, donc jusqu'à mes 33 à 34 ans. Parce que je voulais garder la liberté de pouvoir choisir. C'est vrai que dans la famille, il y avait des personnes qui étaient engagées au niveau politique. Et puis je me suis dit, il faut se mettre dans un parti. Alors on ne sera jamais d'accord à 100% avec un parti dans lequel on se met, mais c'est aussi le rôle des personnes qui vont dans un parti de faire changer les idées du parti, de faire évoluer les choses. Alors moi, si je me suis engagé en politique, c'est pour plusieurs combats, entre autres celui du dérèglement climatique. Pour moi, c'est absolument fondamental qu'on arrive à préserver la durabilité de la planète et de ne pas arriver à ces fameux 2 degrés de réchauffement d'ici à 2050 pour être très terre à terre. Il y a aussi les questions sociales, sociétales. On a un enfant sur 4 sous le seuil de pauvreté à Bruxelles, c'est pas normal. Et alors, ce qui m'a beaucoup, entre guillemets, touché, voire perturbé, c'était les attentats qu'on a eus ici, de me dire que des personnes bruxelloises comme moi, qui sont nées à Bruxelles, on va caricaturer, mais qui, d'un côté du Calan, moi de l'autre, qui en viennent à faire des attentats. Et je me dis, comment ça se fait que la société qu'on doit créer tous ensemble, qu'on crée tous ensemble, à laquelle on participe, fait en sorte qu'on a des événements comme ça qui se passent, et comment est-ce qu'alors le politique peut faire bouger les choses?
Et alors ma réflexion en tant que vétérinaire aussi, de me dire mais quel est le rôle du vétérinaire dans la société? Je pense qu'il a un rôle très important, que malheureusement il est souvent, et forcément c'est son boulot de base, mais il s'occupe pas mal du soin des animaux, mais il y a toute une autre série de choses qu'il peut faire. On l'a vu pendant la crise du Covid, le rôle du vétérinaire est important, et donc j'ai voulu me dire comment est-ce que je peux faire rayonner ce rôle, comment est-ce que je peux questionner tout ça? Eh bien la question, le politique permet de faire bouger des choses, permet de remettre des choses en perspective, de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour avoir une société qui est plus durable, puisqu'on sait que c'est un des gros problèmes aujourd'hui. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et donc j'en viens au choix du parti. À un moment donné, on regarde un petit peu ce qui est pertinent, et j'ai trouvé que Défi m'intéressait particulièrement par rapport aux aspects de bonne gestion, par rapport à un parti qui est, je trouve, plus nuancé, plus équilibré. Et aujourd'hui, on le sait, la nuance en politique, c'est compliqué, parce qu'on doit tout dire en 240 caractères sur Twitter. Donc, merci beaucoup de m'inviter et de prendre 1 heure pour discuter, parce qu'objectivement, c'est un vrai problème. Les gens ne le lisent plus beaucoup, alors il faut faire du slogan pour qu'on clique sur le truc, pour qu'on soit relayé par les médias aussi. Alors, je suis toujours assez frappé de voir que quand je fais une photo avec un chien ou un chat, j'ai 500 likes, et quand je développe des semaines pour travailler sur un dossier de fond et pour l'expliquer, il n'y a personne qui regarde. C'est comme ça, donc il faut jouer avec ça, il faut pouvoir travailler. Mais c'est vrai que la nuance, c'est compliqué. Et pourtant, pour construire une société qui soit plus durable, je crois qu'il faut de l'équilibre, il faut de la nuance. Et c'est pas en s'extrémisant, parce qu'aujourd'hui, on a des paroles qui s'extrémisent de tous les côtés, que ça va aller, quoi. Merci. Tu as très brièvement parlé de famille et de politique. Et donc récemment, il y a une étude du CRISP, un centre de recherche en sciences politiques, qui a démontré que 42% des députés des filles étaient des filles et des fils de politiques. Est-ce que tu penses qu'on en fait assez pour le renouvellement de la classe politique ? Alors c'est une question que je trouve très intéressante, parce que je suis hyper concerné vu que je suis fils de politicien. Et donc c'est vrai que j'ai été beaucoup influencé toute mon enfance par la politique, parce qu'on a toujours parlé politique à table, ça m'a toujours intéressé, mais comme j'ai dit, j'avais jamais pris ma carte de parti en me disant je veux me laisser la liberté de choisir si un jour j'ai envie de le faire. Alors moi, j'ai travaillé 10 ans avant de faire de la politique. J'ai été vétérinaire sur le terrain, je suis parti à Madagascar, comme j'ai dit. J'ai été coordinateur directeur de l'ONG Défi Belgique-Afrique. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, de la politique, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que j'avais des amis qui me disaient aussi, mais lance-toi, en fait, vas-y, t'as des choses à défendre. Alors, les gens qui me disent, oui, mais tu es un fils de, je leur réponds, mais on est tous le fils de quelqu'un. Et c'est vrai qu'à mon avis, il y a plus de fils de boulangers qui sont boulangers, il y a plus de fils de notaires qui sont notaires. Alors, ce que je leur dis toujours, c'est que, oui, c'est vrai que je suis fils de, ça m'a sans doute aidé un petit peu pour rentrer dans le milieu politique, parce que c'est pas un milieu simple, c'est pas facile. Et donc, c'était peut-être plus facile d'avoir les trucs et les astuces, mais moi, j'ai fait mon siège tout seul à la 24e place la fois passée. Donc, j'ai été élu, j'ai fait mes voix tout seul, j'ai pas eu de porte ouverte spécialement, j'ai pas reçu une place spécialement parce que j'avais ce nom-là. Et donc j'arrive avec ma personnalité, avec mon expérience, mon expertise, mon expérience professionnelle. Et voilà, je travaille tous ces sujets parce que ça m'intéresse, ça me passionne, et je pense que je ne ferai pas de la politique pendant 50 ans. Ça, pour moi, c'est fini. On ne fait plus de la politique comme on en faisait avant. Alors pour répondre à la question, je constate qu'en tout cas, au niveau du Parlement bruxellois, il y a un renouvellement qui s'est fait. Aujourd'hui, on a quasi la parité aussi hommes-femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a un Parlement bruxellois qui est relativement jeune, donc je n'ai plus la moyenne d'âge en tête, mais on est aux alentours de 40 ans. Donc il s'est fort renouvelé la dernière fois. Et donc assez naturellement, il y a un renouvellement qui se fait au sein, en tout cas, du Parlement bruxellois. Et je pense, de manière générale, au sein des parlements, ça se fait. Ceci dit, la question qui est intéressante, c'est de se demander comment est-ce qu'on facilite l'entrée en politique, mais comment on facilite aussi la sortie en politique. Parce qu'à un moment donné, je vais prendre mon exemple personnel. Si je décide de faire... là, j'ai déjà fait un mandat. Si j'ai l'occasion, si on me donne la chance de pouvoir faire un deuxième mandat, j'aurais fini à 45 ans. Si je veux reprendre un cabinet vétérinaire à ce moment-là, je dois recommencer à zéro. Et commencer un cabinet vétérinaire à zéro à 45 ans, c'est pas toujours évident quand on a une famille, quand on a des... il faut pouvoir avancer aussi. Et donc, c'est la question de se dire, mais comment est-ce qu'on peut permettre à toute une série de personnes de faire des mandats politiques, éventuellement 1, 2, 3, et puis de pouvoir retourner dans la vie, on va dire, pas dire normale, mais la vie civile, et de reprendre une activité. Et donc là, il y a toute une réflexion à avoir, parce que sinon, la difficulté, ce qui se passe, c'est que le politique qui a 55 ans se rend compte qu'en fait, il va rien retrouver après, ça va être compliqué, il va tout faire pour rester. Et à ce moment-là, ça pose des problèmes. Donc si on arrive à faciliter l'entrée, mais aussi la sortie, on pourrait avoir un roulement qui soit plus facile, qui soit plus évident, on va dire. Alors il y a la question aussi on peut mettre des règles, on peut
on peut dire, je veux dire durcir les règles, mais c'est pas vraiment le mot, mais on pourrait dire, et donc Défi le propose par exemple, 3 mandats maximum. Donc nous, à partir de maintenant, on considère qu'on peut faire 3 mandats maximum dans le même Parlement, et après, on doit céder sa place à quelqu'un d'autre. Non, voilà, tout ce genre de règles, on peut y réfléchir, sachant que, de nouveau, je parlais de nuances tout à l'heure, tout n'est pas si simple, il suffit pas de dire, bah oui, on peut faire 1 ou 2 mandats, et puis basta, tu t'en vas. Si la personne ne peut pas se réinsérer dans son ancien travail ou autre, bah, c'est plus compliqué. Alors on sait qu'il y a des congés politiques qui existent, par exemple, pour les fonctionnaires. Donc ça, c'est très facile. Ils mettent entre parenthèses leur carrière de fonctionnaire et puis ils y reviennent parce que la place, on l'a gardée. Mais pour toute une série d'autres professions, c'est pas spécialement évident. Et il y a quand même un intérêt à ce que dans les parlements, on ait une représentativité importante de la population, de toutes les couches de la population, des différents métiers, des différents quartiers, des origines, etc., etc. Et les jeunes qui nous regardent ont sûrement moins entendu parler du parti Défi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que représente ce parti, quelles sont vos grandes lignes ? Oui, tout à fait. Donc, le Défi, c'est le libéralisme social. Donc, on croit en l'économie de marché. On pense qu'il faut aussi pouvoir promouvoir la liberté d'entreprendre. C'est quelque chose d'important. Mais attention, il faut des garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi ? Ce sont des garde-fous sociétales. Parce qu'à un moment donné, des emplois payés 500 € net le mois, c'est pas la peine, comme on en voit en Angleterre, en Allemagne, par exemple. Il faut aussi des garde-fous écologiques. Parce que si on a un système qui détruit les ressources de la planète, eh bien, c'est un système qui ne sera pas viable. Alors aujourd'hui, malheureusement, on est un peu dans un système d'épuisement des ressources humaines et des ressources naturelles. Et donc ça ne va pas. Donc il y a un côté social, un pilier social qui est fort et qui doit être important. C'est aussi le parti de la justice. Et ça va un petit peu avec ce que je viens de dire. La justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale. Et donc, à ce niveau-là, il faut absolument qu'on puisse réinvestir dans la justice parce que c'est elle qui est garante, en fait, du bon fonctionnement d'un État démocratique. Et pour avoir travaillé longtemps dans des pays qui ne sont pas très démocratiques, ou en tout cas juste en théorie, où il n'y a pas de justice, ce sont des pays qui ne fonctionnent pas et c'est vraiment compliqué. C'est aussi un parti qui va défendre des points comme la défense des minorités, toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Pour nous, c'est très, 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 très important. La laïcité politique, en gros, c'est de dire que les personnes qui représentent l'État doivent être neutres. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière, à notre sens, une des seules manières de garantir la liberté de tout un chacun et que chaque conviction puisse se sentir bien et faire société ensemble. Petit exemple, si le Premier ministre s'exprime au nom de tous les Belges, je ne souhaite pas que Alexander De Croo mette un t-shirt OpenVLD. C'est sa conviction politique, mais il doit s'exprimer en tant que Premier ministre pour tous les Belges, et donc il doit avoir une apparence qui est neutre. Voilà, en quelques mots, comment je peux définir. Alors, de ce que tu nous as expliqué, Défi est un parti centriste, du coup. Est-ce que, comme Macron, pour toi, le clivage gauche-droite n'a plus de sens ou n'a plus lieu d'être ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, j'avoue que je me suis toujours un peu détaché de ces questions un peu de clivage. Est-ce que ça a plus lieu d'être ? Bon, en fait, c'est là. Il faut commencer à dire oui, non, on n'est plus comme ceci, comme cela. Bon, ah oui, il y a quand même encore de la gauche, la droite aujourd'hui. Il y a quand même des idées de gauche, on va dire des idées de droite. Il y a des idées d'extrême gauche, d'extrême droite. Puis il y a l'écologie qui, pour moi, doit appartenir à personne. Ce serait bien mieux parce que tout le monde doit pouvoir la pousser. Donc, moi, je dirais pas qu'il y a plus de gauche, il y a plus de droite. Ça existe. Maintenant, il me semble, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut faire société tous ensemble, il faut être équilibré, il faut être nuancé. Et donc, je crois qu'il y a toute une partie de la population, il y en a qui ont plus certaines idées, d'autres plus d'autres. Mais il faut arriver à faire la synthèse de tout ça. Et donc, pour moi, une politique plus centriste qui réunit cet ensemble, c'est une politique qui est plus durable. Parce qu'à un moment donné, quand on met en place des politiques, si on n'arrive pas à avoir l'adhésion d'une grande partie de la population, ça ne fonctionne pas, ça n'ira pas. Alors, il paraît que tu n'as eu que 3 téléphones pour l'instant, dont un Nokia 3310. Vous êtes bien renseigné. Ouais. On fait nos petites recherches. Est-ce que c'est vrai ? Et comment tu réussis cet exploit ? Alors oui, j'ai pas de smartphone, j'en ai jamais eu. J'ai un Nokia 3310, effectivement. C'est des grandes réflexions chez moi, de me dire, en fait, le téléphone, le smartphone incarne toute une série d'aspects qui ne me plaisent pas. Et attention, je ne critique pas ceux qui ont un smartphone. Il y a plein d'aspects très pratiques, très utiles. Il y a peut-être moyen d'avoir une réflexion sur le type de smartphone qu'on va acheter. Par exemple, un Fairphone qui est un smartphone équitable. Ou en tout cas, on peut tracer les minéraux du sang. Enfin, pardon, les minéraux qui sont dedans. Et j'ai fait un lapsus.
Pourquoi on dit les minéraux du sang? Parce que la plupart des minéraux qui sont contenus dans nos téléphones, pas que nos téléphones, nos batteries, etc., viennent de pays comme le Congo ou en Amérique du Sud, où ils sont extraits dans des conditions qui sont catastrophiques au niveau humain, au niveau environnemental, tout ce que vous voulez. Et donc on dit que ces téléphones contiennent des minéraux du sang. Ceci dit, il y a des filières qui se mettent en place pour tracer un peu ces minéraux et faire en sorte que les personnes les mineurs en fait, soient payés correctement, dignement. On ne demande pas à ce qu'ils soient riches, mais qu'ils soient au moins payés dignement. Donc moi j'ai jamais voulu acheter ces téléphones parce qu'il y avait cet aspect-là. D'un autre côté, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il faut les remplacer assez régulièrement. Il faut les recharger tous les jours. Il paraît qu'en France, il faut maintenant aujourd'hui l'équivalent d'une centrale nucléaire supplémentaire rien que pour recharger les nouveaux appareils qu'on a tous aujourd'hui. Donc moi avec mon téléphone, je tiens une semaine. Il y a toute une question autour également de l'utilisation des téléphones, des ordinateurs, des réseaux sociaux, puisqu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux grâce à ces téléphones. Et de me dire, on est dans une société qui n'a jamais eu autant de moyens de communication, WhatsApp, tout ce que vous voulez, mais en fait, on est dans une société qui ne communique jamais si peu, qui n'a jamais aussi peu communiqué. Aujourd'hui, vous avez des psychologues pour travailler la question d'utilisation du smartphone à table en famille, parce que tout le monde est sur son smartphone et on ne se parle plus. Et donc là, je me dis, attention, il y a un problème, il faut mettre des garde-fous, j'en parlais tout à l'heure, donc il y a toute une utilité intéressante, hein. WhatsApp, c'est parfait, échanger les photos avec des amis qui sont de l'autre côté du monde, c'est génial. Maintenant, on regarde en moyenne son téléphone 221 fois par jour. Et je vous invite à lire un livre très intéressant qui s'appelle La fabrique à crétins digital de Michel Desmurget, qui est un neuroscientifique français qui nous dit on est en train de fabriquer des générations de crétins avec cette technologie qui sont pas assez cadrées et avec tout ce qui en découle, principalement l'utilisation des réseaux sociaux qui génèrent de la dopamine, l'hormone du plaisir. Donc les jeunes veulent retourner en permanence. Ils veulent voir si on a liké les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, liker les publications. C'est addictif. En fait, on capte l'attention des personnes. Et donc tout ce système qui fait qu'à minuit dans votre lit, vous êtes encore sur votre téléphone en train de regarder les mails du boulot parce que votre patron vous a envoyé un truc parce qu'il faut aller vite, toujours plus vite. Mais toujours plus vite, pourquoi ? Est-ce que ça nous rend heureux ? Est-ce que ça rend la société plus durable ? Je crois pas. Ceci dit, il faut pas me prendre pour un amiche non plus. Hein. C'est très, très, très pratique d'avoir ces téléphones et toutes ces technologies. Mais attention, il faut mettre des garde-fous. Et donc, moi, j'ai fait un peu le pari de ne pas en avoir jusqu'à maintenant. Peut-être qu'un jour, j'en aurai. Franchement, ça viendra peut-être. Et je me rends compte que j'en ai pas spécialement besoin. Et en fait, les gens me disent comment tu fais ? Les gens, ils m'appellent, hein, ils m'envoient des SMS, ils m'appellent, il y a WhatsApp sur l'ordinateur, tout va bien. Et finalement, je suis beaucoup moins dérangé. Et donc, quand je rentre chez moi et que je n'ai pas mon ordinateur, je fais autre chose. Donc, je crois qu'il y a des grandes réflexions à avoir par rapport à tout ça. Encore une fois, hein, je ne dis pas que j'ai la solution et que j'ai raison, mais je trouvais ça aussi challengeant, voilà, de me dire c'est une manière pour moi de participer, d'être informé par rapport à ma consommation. Ici, c'est la consommation de téléphone, la consommation de réseau, etc. Et à mon échelle, être engagé en fait par rapport au monde dans lequel je vis. Et donc, est-ce que ce choix s'inscrit dans une démarche éco-pragmatique ? Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que l'écologie pragmatique ? Oui, alors je dirais pas que ça s'inscrit dans une démarche comme ça. L'écologie pragmatique, c'est quoi, en 2 mots ? Aujourd'hui, on le sait, et tout le monde partage ses objectifs, à part, je vais dire, un peu 2-3 crétins qui croient encore qu'il n'y a pas de problème pour le climat, donc les climato-sceptiques. Et encore, hein, chacun croit ce qu'il veut, c'est comme ça. Mais tout le monde se dit, oui, on doit absolument décarboner la société, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument qu'on arrive à ce qu'il y ait plus, ou en tout cas beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire en sorte que la planète ne se réchauffe pas aussi vite que ce qui est en train de se passer. À côté de ça, il y a la question de la perte de biodiversité. C'est lié, on n'en parle jamais, mais la question du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, c'est un des enjeux fondamentaux pour nous, pour la planète, pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont devoir gérer demain. Et pour moi, il faut être pragmatique sur ces questions. Parce qu'on ne peut pas se planter. C'est déjà un peu foireux, c'est déjà un peu mal parti. On est en train de nous dire qu'on va peut-être pas arriver aux 2 degrés de réchauffement. Et donc, OK, comment on fait ? Mais pour que demain, on y arrive. Pour moi, 2050, neutralité carbone, ça c'est des grands objectifs, on dit ça comme ça. Alors les politiques, ils aiment bien dire ça parce qu'ils seront plus là en 2050. Ils disent, oui, si, 2050, neutralité carbone, pas de souci, 100% d'énergie renouvelable pour tout le monde. Moi je signe tout de suite, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Si vous dites que c'est en 2050, on doit atteindre cet objectif, quel est l'objectif qu'on doit atteindre demain ? Et après-demain ? Et donc dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je veux un rétro-planning. Ça, c'est être pragmatique. À côté de ça, il faut se dire en quoi on peut déjà agir tout de suite, maintenant. Je vais prendre quelques exemples. À Bruxelles, on a encore 30% des toitures qui ne sont pas isolées.
Mais on est en train de mettre des systèmes de primes, parfois complexes, dans tous les sens, pour isoler la façade, pour isoler dans tous les sens. Et, OK, commençons par les 30% de toiture, parce qu'on sait que c'est là où on peut déjà diminuer vachement la quantité de gaz à effet de serre émise, ou en tout cas d'énergie consommée dans le logement. Commençons par ces toitures-là. Les services publics doivent être exemplaires. Je vais vous donner un deuxième exemple, si j'ai un peu de temps. J'ai beaucoup travaillé sur la question des déchets hospitaliers dits contaminés. Aujourd'hui, alors de manière pas du tout pragmatique, de manière pas du tout écologique, enfin jusqu'il y a peu, parce que j'ai réussi à faire bouger un peu les choses, les déchets hospitaliers bruxellois, c'est des centaines de milliers de tonnes par an, étaient brûlés à Anvers. Ou à Tournai. Et donc, on mettait ça dans des camions, on envoyait ça là-bas. C'est écologiquement irresponsable, ça a un coût écologique énorme parce qu'en plus, c'est des fours spéciaux, parce que c'est des déchets dits contaminés, blablabla. Ça coûte plein d'argent aux contribuables, donc notre portefeuille à nous tous. Et donc, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, alors qu'il y a une technologie belge qui est développée à Mons, qui permet de décontaminer les déchets sur place, de les réduire et de les recycler. Et donc, moi, j'ai interrogé le ministre plusieurs fois en disant mais écoutez, il y a cette technologie qui existe. Être pragmatique, c'est de dire ça, demain, on peut créer une filière d'économie circulaire ici à Bruxelles qui va amener de l'emploi peu qualifié, la gestion de déchets. On en a besoin à Bruxelles, qui va permettre d'être plus écologique et en plus plus économique. Ben voilà, ça c'est du pragmatisme. Il faut mettre en place ces filières tout de suite. Alors aujourd'hui, on a réussi à faire bouger la loi et donc les hôpitaux ne sont plus obligés de brûler ces déchets. Mais la filière, elle peut pas se mettre comme ça en d'un coup de claquement de doigts. Les hôpitaux, ils sont débordés, ils n'ont pas les moyens. Donc, en fait, il faudrait investir dans de la ressource humaine qui puisse mettre en place ce type de filière, voire faciliter la mise en place de la filière par d'autres acteurs qui viendraient faire le travail pour les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est pas leur boulot de recycler des déchets. Enfin, voilà, pour vous dire un petit peu comment est-ce que je définis cette question de pragmatisme au niveau écologique. Et du coup, est-ce que l'écologie, c'est pas un peu un luxe qui est réservé à certaines personnes? Autant, donc là, comme tu disais, il faut des moyens pour pouvoir mettre ça en place, mais même au niveau individuel, pour aller faire ses courses dans un magasin circuit court ou même investir dans un Fairphone pour les personnes qui auraient envie d'avoir ça, c'est quand même un budget. Alors, l'écologie, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui dans notre société qui n'ont pas la capacité de se payer de se payer une nourriture de qualité. Et donc, on achète de la merde, on tombe malade, ça coûte en fait plus cher à la sécurité sociale. Et en plus, avec tous les impacts environnementaux, écologiques, tout ce que vous voulez, d'une alimentation de mauvaise qualité. Et donc, le problème, là où il faut agir, c'est ça. Il faut que demain, chaque personne puisse avoir un logement décent, puisse se payer une alimentation qui soit de qualité. Alors, je dis pas que tout le monde doit manger du homard ou quoi, non, mais c'est une alimentation correcte parce que c'est ça qui nous fait vivre. On mange tous 3 fois par jour, hein. On n'a pas besoin de son smartphone, on a besoin de manger. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et donc, pour moi, on peut pas avoir ce genre de... Enfin, je critique pas la question, mais on peut pas avoir ce genre de réflexion parce qu'on n'a pas le choix. L'objectif, c'est... Aujourd'hui, on ne doit pas se dire est-ce qu'on doit le faire ? C'est comment on va le faire ? Comment on va le faire pour qu'on ait une transition écologique qui soit juste, équilibrée et positive. Parce que sinon, ce qui se passe, vous avez l'exemple des gilets jaunes en France. Vous avez, on prend des mesures. Bon, là, c'était pour le prix du carburant, mais finalement, ce sont des mesures un peu écologiques aussi, parce qu'il faut absolument qu'on sorte de la consommation des énergies fossiles. On le sait, mais à côté de ça, vous avez une partie de la population qui dit je ne sais pas payer 50 € en plus de carburant à la fin du mois, et donc ils se révoltent. Et donc vous n'y arrivez pas. Et donc là, vous n'êtes pas pragmatique. Comment est-ce qu'on va faire en sorte pour prendre toute cette population avec nous dans cette transition écologique qui doit être juste demain? Et donc, toujours sur cette question d'écologie pragmatique, est-ce que finalement, c'est pas une façon de critiquer l'écologie défendue par des partis comme Écolo, par exemple ? Alors, effectivement, moi, je trouve que les écolos ont parfois une vision un peu trop dogmatique de l'écologie. L'écologie n'appartient pas aux écolos. Moi, je me considère comme un écologiste. Vous l'avez dit, je fais attention à mes questions de téléphone. Je vis sans frigo, par exemple. C'est une autre un peu idée que j'ai eue à un moment donné pour me dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Je fais tout à vélo. Alors, chacun fait ce qu'il veut, et je crois que ce qui est vraiment important, c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut de manière informée. Parce que souvent, en fait, on ne sait pas, et on pourrait faire autrement, mais on n'est pas au courant, c'est compliqué, etc., etc. Alors, moi, je crois qu'il faut faire attention à l'écologie qui est trop dogmatique, parce que, justement, si on n'arrive pas à avoir l'ensemble de la population avec nous, ou en tout cas une majorité, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, on n'y arrivera pas. Et si on n'y arrive pas, on a tout raté. Et comme je le disais, on ne peut pas tout rater, parce que sinon, ça ne va pas aller. Et votre
président de parti est sorti dans la presse en disant que Écolo faisait la promotion de l'islam politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une très bonne question, ce que ça veut dire. Alors, il faut faire attention de bien distinguer les mots. On ne parle pas d'islamisme politique, on parle d'islam politique. Tout simplement, c'est à un moment donné de faire la promotion. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, de l'islam politique, tout comme vous pourriez avoir la promotion de tout type de religion de manière politique. Et donc c'est vrai qu'on constate quand même que le parti écolo et peut-être d'autres poussent un petit peu, parfois dans certains quartiers, parfois dans certaines communes et parfois pas dans d'autres. Je vois qu'il y a des discours parfois un peu différents, ce type de politique, on va dire. C'est pour ça que nous, on est absolument convaincus qu'il nous faut une neutralité de l'État. La neutralité d'État, comme je disais tout à l'heure, qui permet de garantir à chacun de pouvoir, dans sa vie privée, d'avoir ses convictions, sa religion, ses convictions philosophiques, politiques, religieuses, tout ce qu'on veut, et sans qu'il y ait une religion qui puisse prendre le pas sur d'autres, par exemple. Et donc, quand on représente l'État, il faut qu'on soit neutre pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc, comme vous l'avez dit précédemment, le Défi est un parti laïque. Et donc, est-ce que... C'est pas tout à fait ça. Vous pouvez me corriger. Voilà. Enfin, corrigez-moi maintenant plutôt. Non, c'est simplement, demander, c'est qu'on prône la laïcité politique. Dans notre parti, on a tout type de confession et de religion. Il y a des personnes qui sont catholiques, musulmanes, tout ce que vous voulez. Et justement, c'est ce qu'on explique, c'est qu'à titre privé, individuel, chacun fait ce qu'il veut. Et encore merci, heureusement. Mais au niveau politique, quand on doit représenter l'État, eh ben là, on estime qu'il faut être neutre, parce que c'est la seule manière de garantir à chaque religion d'avoir sa place dans la société. Et donc c'est au niveau politique, ou c'est aussi sur tout ce qui touche à la vie publique, par exemple les instances politiques à la commune ou des choses comme ça, c'est... Dès on représente l'État, donc vous représentez l'État si vous êtes bourgmestre ou échevin, pas si vous êtes conseiller communal. Là, vous représentez les gens qui vous ont élus. Ça, c'est la différence. Quand vous êtes député à la région, par exemple, vous représentez les gens qui vous ont élus. Vous avez le droit de porter un signe convictionnel si ça représente des gens qui vous ont élus. Par contre, si vous devenez ministre et que vous devez vous exprimer devant tout le monde en tant que ministre, là, on considère qu'il faut être neutre. Mais si dans votre vie privée à côté, vous êtes ministre, vous allez faire vos courses, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et en plus de cet aspect sur la laïcité, le Parti Défi s'est construit autour de la défense de la francophonie, des francophones. Oui. Comment est-ce que ça se met en place ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, c'est l'ancêtre de Défi qui s'est construit autour de ces questions. On appelait ça le FDF, les fédéralistes démocrates francophones. Et c'est vrai qu'historiquement, le parti s'est un peu créé lors de les fameux Wallenbuiten, donc quand il y a eu une scission qu'on a mis les francophones dehors de l'université de Leuven, et donc on a créé Louvain-la-Neuve, et il y a eu un mouvement, la création du parti, qui avait entre autres la défense des francophones dans un petit peu son leitmotiv. Alors aujourd'hui, tout ça existe encore, mais c'est vrai qu'il y a une transition qui se fait, on a changé de nom, c'est pas pour rien non plus, on s'appelle maintenant Défi, on est très attaché aux questions de respect des minorités, comme je disais tout à l'heure, toutes les minorités quelles qu'elles soient. Et on estime que le combat francophone, il est sans doute plus aussi prégnant qu'auparavant, mais il est toujours pertinent. Je vais vous donner quelques exemples. On dit souvent le communautaire, il est au frigo. Il n'est pas tant au frigo que ça. Quand vous parlez du survol de Bruxelles, on a l'économique qui va à l'aéroport, donc à la Flandre. On a les nuisances principalement qui sont à Bruxelles, un petit peu en périphérie aussi. Moi, quand je discute de ça avec mes collègues bruxellois néerlandophones, c'est compliqué. Pourtant, ils sont bruxellois. Mais on ne touche pas aux intérêts économiques de l'aéroport de Zaventem. Prenez les quotas INAMI pour les médecins, pour les étudiants en médecine. Mais c'est aussi du communautaire. Prenez la répartition des budgets pour la SNCB. Il y a beaucoup plus de rails, d'infrastructures en Wallonie parce qu'en fait, il y a plus de dénivelé, c'est plus compliqué. Mais les budgets, c'est du 50-50. Donc là, on se dit, c'est pas tout à fait juste. Et donc, en fait, défendre ces questions-là, ce sont des questions de justice, tout simplement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut être juste parce que sinon, on ne crée pas une société qui est durable. Et du coup, vous voyez quoi comme avenir pour les liens entre francophones et néerlandophones ? Ce que je vois comme avenir, pour moi, je pense qu'il n'y a pas non plus de souci de lien entre francophones et néerlandophones, mais il faudra voir un petit peu quels seront les résultats des élections. Parce qu'à un moment donné, si du côté néerlandophone, entre individus, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si on vote pour des partis qui veulent la fin de la Belgique, c'est-à-dire la NVA et le Belang, et on sait que dans les sondages aujourd'hui, on s'attend un petit peu au pire,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils veulent plus du pays, ils veulent plus du pays. Donc, à un moment donné, il va falloir que, par contre, les francophones puissent avoir, se regroupent et puissent avoir des positions fortes et claires pour défendre leurs intérêts, parce que ça ne va pas. Alors, peut-être question plus légère, quoique. Défi se positionne aussi sur le bien-être animal. Oui. Vous, en tant que vétérinaire, quel est votre avis sur la question? Le bien-être animal, pour moi, c'est une phrase, c'est Gandhi qui avait dit ça, alors c'est peut-être un peu pompeux, mais en gros, on reconnaît une société un petit peu dans la manière dont elle traite ses animaux. Et je trouve que c'est assez vrai, et je crois que si on ne respecte pas les animaux, finalement, on ne se respectera pas nous-mêmes. Alors, je crois que ce qui est très important au niveau du bien-être animal, ça j'en suis persuadé, c'est de d'abord travailler toujours en fonction des besoins des animaux. Et vous avez beaucoup de politiques aujourd'hui qui prennent des photos avec des petits chiens parce qu'ils trouvent ça sympathique et en fait, ils n'y connaissent rien et ils ne se renseignent pas, ils ne sont pas là pour travailler pour le besoin des animaux en premier. Il faut travailler ces questions-là de manière scientifique et juridique, le droit et la science. C'est ça qui doit nous aider à mettre en place des politiques meilleures pour le bien-être animal. Et enfin, je suis persuadé qu'il faut travailler beaucoup plus la question du lien positif entre l'homme et l'animal. Alors vous avez différents types d'animaux, on parle des animaux domestiques, de compagnie, il y a les animaux d'élevage, il y a les animaux sauvages, et donc pour toutes ces questions-là, pour tous ces animaux, il faut réfléchir à les trucs de manière un peu différente. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille un peu plus dans les détails, mais... Oui, allez-y, oui. Voilà, donc en milieu urbain, c'est pas non plus les mêmes problématiques qu'à la campagne. En milieu urbain, on va travailler pas mal sur les questions de la présence, par exemple, des chiens en ville, le fait de pouvoir avoir des animaux à nos côtés. Les chiens, ils ont des besoins, il faut des espaces de liberté pour qu'ils puissent courir. Voilà, c'est important. Et donc, on sait qu'il y a 100 000 chiens, par exemple, à Bruxelles. C'est beaucoup, hein, c'est environ 10% du nombre total de Bruxellois. Eh bien, il faut que ces chiens puissent s'épanouir. Pourquoi? Parce que c'est leur besoin et parce que derrière, en fait, ça apporte beaucoup de bien-être à la société aussi. Et donc ça, il y a des études qui le prouvent aujourd'hui. Le bien-être d'avoir des animaux à nos côtés, ils sont importants. Mais il faut le faire dans le respect de l'animal. Vous avez toute la question de la stérilisation des chats errants, vous avez toute la question de l'expérimentation animale. Ce sont des sujets sur lesquels il faut avancer. À côté de ça, vous avez les animaux dits d'élevage. Alors on peut se dire qu'on est végétarien ou vegan et du coup, la question se pose un peu moins, mais il faut être pragmatique. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde demain. Donc il faut pouvoir garantir un bien-être des animaux d'élevage. Et là, je pense que le consommateur, donc Bruxelles, on a peu de fermes. Il y en a quand même quelques-unes, 3, 4, je crois. Mais on a 1 200 000 consommateurs. Donc, il faut pouvoir garantir que les produits que les Bruxellois consomment sont issus d'élevages qui sont respectueux des animaux, bien sûr, mais en fait aussi de la planète et aussi des personnes qui travaillent dans ces élevages. Aujourd'hui, l'élevage industriel, l'agroalimentaire industriel, c'est une catastrophe. C'est malheureusement la majorité des élevages au niveau mondial. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 22 milliards de poulets sur la Terre. Ça pose d'énormes problèmes environnementaux. Ça pose des problèmes de bien-être animal parce que quand vous avez ce qu'on appelle maintenant des usines à poules, 80 000 poules dans un hangar, l'objectif c'est de les faire grossir le plus vite possible en 30 jours, de les envoyer, on les ramasse avec des espèces de moissonneuses batteuses qui les prennent comme ça, qui les foutent dans des caisses, hop, ça part à l'abattoir. Et alors tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse payer la viande de moins en moins cher, parce qu'en fait on est dans une société où, comme je disais tout à l'heure, des personnes n'ont pas assez de moyens que pour se payer une alimentation de qualité. Oui, ça c'est le poulet, c'est pas le type d'oiseau qui est le plus présent sur Terre? Oui, c'est bien possible. En gros, sur 100% des animaux sur Terre, 95% sont des animaux d'élevage. Ouais. Et là-dedans, vous avez une grande partie des poulets. Et donc, il y a une réflexion sur le bien-être animal, mais en fait, c'est une réflexion globale. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du One Health. C'est un monde, une santé. C'est que la santé des animaux, le bien-être des animaux, est en relation avec la santé de la planète, qui est en relation avec la santé humaine. Et la crise du Covid, c'est ça. On détruit les écosystèmes à l'autre bout de la planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de l'élevage. Donc, on va mettre des élevages de porc parce qu'on mange de plus en plus de viande au niveau de la planète. Alors, voilà, on peut manger de la viande, mais il faudrait se poser la question de savoir quel est l'impact de la viande qu'on mange. On détruit les écosystèmes, on détruit la nature, on met des élevages, mais il y a des chauves-souris qui sont encore un peu là, parce que voilà, elles étaient là avant. Mais les chauves-souris sont porteuses de coronavirus, et donc elles transmettent ça aux animaux. Il y a des modifications, etc., des mutations, et hop, ça passe chez l'homme. Je caricature, hein. Mais donc ça, c'est un problème. Et donc, on a eu cette crise du Covid, on a trouvé des milliards d'euros pour avancer dans la crise, et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a déjà oublié. Et qu'on continue comme il ne faudrait pas faire. Et donc cette question du bien-être animal, elle va bien au-delà du petit chat ou du canari qu'on a chez soi, mais c'est beaucoup plus large. C'est pour ça que je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Justement, vous avez parlé du coronavirus. Alors la Belgique a très mal répondu en première instance à la crise du Covid, avec un très haut taux de mortalité.
Comment est-ce que vous comptez mieux équiper les services de santé face à des instances de crise semblables ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors ce que je vais peut-être dire en préambule, c'est qu'on est devant une crise complètement inouïe. Et donc, il y a certainement toute une série de choses qui n'ont pas été, des décisions qui ont été mal prises. Il se fait que c'était quand même pas évident, à mon avis, à gérer ça. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que là, on dit comment est-ce qu'on va s'équiper ou comment est-ce qu'on va gérer pour une prochaine crise. Il faudrait surtout éviter qu'il y ait une prochaine crise. Comme je disais dans ma question précédente, j'ai pas l'impression qu'on ait tout à fait tiré les leçons de tout ça. Et donc, c'est une question plus globale. C'est au niveau mondial. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ces crises ? Alors, ce qu'on sait moins ici, c'est que des crises de ce type-là, en Asie du Sud-Est, ils en ont depuis 50 ans. Influenza, la grippe aviaire, etc., etc. Et donc, ils avaient d'ailleurs plus l'habitude de mettre des masques et autres. Mais donc, la sonnette d'alarme, elle a été tirée depuis longtemps. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Le One Health, comme je disais, pour moi, de travailler la question de la santé de manière globale, santé de la planète, de la terre, des animaux, c'est quelque chose d'important. Il faut pousser ça au niveau des cursus universitaires. Parce qu'il faut que les personnes de demain... Moi, quand j'étais vétérinaire, on m'a jamais parlé de ça n'existait pas. Maintenant, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que la profession vétérinaire doit faire par rapport à ça ? On est quand même le chaînon entre le monde animal et le monde humain. On est les garants de la sécurité alimentaire, par exemple, au niveau quasi mondial. Donc, il y a des réflexions qu'ils doivent avoir. À côté de ça, il y a des grandes réflexions par rapport au système de santé en Belgique. On a tous applaudi les infirmières, les infirmiers pendant tout le Covid, c'était magnifique. Et puis après, quand c'était fini, hop, voilà, il n'y a plus personne qui en parle. Il faut revaloriser ce métier. Il faut supprimer les quotas INAMI des médecins, parce que la vraie question, c'est de dire qui va nous soigner dans 10 ans. On sait que la moyenne des médecins, c'est de l'ordre de 50-55 ans, moyenne d'âge. Donc c'est un problème. Il y a une question aussi, alors on en rigole tous un peu, on a 9 ministres de la Santé. Alors, c'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, il y a des ministres qui n'ont que la prévention santé au niveau francophone, au niveau néerlandophone, blablabla. Donc, ils ont le titre de ministre de la Santé. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on a éclaté ses compétences. C'est n'importe quoi. Nous, on pense qu'il faut remettre sur la table la question de la refédéralisation du ministère de la Santé. Parce qu'à un moment donné, il faut gérer ça dans son ensemble. Il faut avoir une vue globale. Je parlais de la prévention, c'est un des axes qui pour moi est fondamental. Je ne sais pas si vous savez que si on estime, c'est des études, c'est pas moi qui le dis, si on investit 1 euro, c'est pour donner un exemple, en conseil diététique, par des personnes formées, par exemple des diététiciens dans les écoles, la société va toucher un bénéfice allant de 15 à 65 euros, un bénéfice net. Parce que derrière, les personnes vont être moins malades, parce qu'ils vont manger correctement, parce qu'ils ne vont pas être obèses, ils ne vont pas avoir de caries, etc., etc., etc. Et donc la prévention, c'est fondamental. Alors malheureusement, comme j'ai un peu de temps, je peux développer. J'ai remarqué qu'en politique, les ministres, on a tendance à pas beaucoup investir dans la prévention. À mon avis, parce qu'en fait, on voit pas les effets tout de suite. Souvent, ça va après 10, 15, 20 ans. Tandis que si je vais être caricatural, mais vous inaugurez une statue, tout le monde vous voit, tout le monde le voit, tout le monde est content. Mais il faut absolument qu'on investisse beaucoup plus dans la prévention. Ça passe entre autres par une alimentation de qualité. Ça passe aussi par une diminution du sucre dans la société. Donc, j'ai fait voter une proposition de résolution au Parlement qui vise à lutter contre les effets négatifs d'une consommation excessive de sucre ajouté dans l'alimentation. 80% des produits que vous achetez dans un supermarché contiennent du sucre ajouté. Vous pouvez manger des fruits, ça c'est pas un problème. Ce sucre, c'est comme il y a des experts qui nous disent que c'est pire que de la cocaïne parce qu'on est addict. On en mange de plus en plus. Et on a derrière des graves problèmes de santé. On estime que 1 à 2% du PIB d'un pays comme la Belgique est utilisé pour lutter contre ces effets négatifs. Et donc quand on me dit il n'y a plus d'argent, il y a quand même peut-être moyen d'en trouver aussi par des politiques pragmatiques de prévention. Et ça, vous le voyez fort en politique, cette envie d'effet immédiat pour sa campagne, c'est fort présent. Je dirais pas je voudrais pas dire que tous les politiques font que ça, et voilà, non, franchement, il y a les politiques qui sont mises en place de manière large, etc. Maintenant, il y a un petit effet pervers, effectivement, et avec les systèmes de communication actuelle, il faut se montrer. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut avoir du like, il faut que la presse nous regarde. Aujourd'hui, la presse, ils font des articles sur base des tweets. Donc, ils vont même plus faire ils regardent tous les tweets, ils en font un article. Donc, si vous y êtes pas, on parle pas de vous. Si on parle pas de vous, vous n'arriverez pas à faire passer vos positions. Et si vous estimez que, par exemple, la position d'une écologie pragmatique est la bonne, il faut à un moment donné qu'on vous connaisse. Donc, il y a un peu un jeu à avoir comme ça. Mais pour moi, il faut garder un équilibre, une certaine éthique. Parce qu'évidemment, à un moment donné, faut pas exagérer. Et ça n'empêche, on peut faire du travail de fond très pertinent, on peut le valoriser aussi par la suite. Et chez Défi, tu fais ta communication toi-même, tes tweets, tes Instagram
Alors globalement, je fais pratiquement tout moi-même. Alors on a quand même une personne qui nous aide pour le montage vidéo, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas tout faire, et puis ça prend un temps fou. On a un communicant aussi qui vient, quand il faut filmer, souvent il faut être 2. Donc voilà, on a... Ou 12. Oui, voilà, 12. Vous êtes bien équipés. Donc non, on a quand même des coups de main, ça c'est important. Maintenant, c'est vrai que voilà, je gère mon site internet. Globalement, c'est moi qui réfléchis à mes vidéos, j'en fais une partie moi-même. Je fais mes posts Facebook, Instagram. Alors c'est vrai que tout ça augmente. Hein. Moi j'ai commencé, j'avais que Facebook. Maintenant il y a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Alors ça j'ai pas le courage. YouTube. Et donc à un moment donné, en fait, parfois je me dis mais finalement c'est du temps que je prends pas pour le travail de fond, le vrai travail politique. Voilà. Et d'un autre côté, la politique c'est aussi communiquer. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans les deux sens, c'est que le citoyen doit peut-être plus s'informer, et donc bravo pour l'initiative, parce que ce qu'on fait ici, c'est évidemment pertinent. Et de l'autre côté, le politique doit peut-être aussi plus retourner dans la rue, plus être au contact des gens, parce que c'est important pour pouvoir communiquer, informer. Après, moi, ça m'arrive quand même souvent qu'on souhaite parler avec les gens, mais c'est difficile de les rencontrer. Il y a une méfiance de plus en plus grande du politique, il y a une critique de plus en plus grande, mais parfois j'ai envie de leur dire, mais présentez-vous, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Alors, dans un tout autre registre, vous êtes député bruxellois. Et donc, pour vous, c'est quoi les difficultés qu'un jeune bruxellois peut rencontrer ? Alors, moi, je crois que, si je peux me permettre par rapport à la question, il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans la même catégorie, puisque un jeune bruxellois ne sera pas l'autre. Il y a des difficultés plus générales, plus globales, mais c'est vrai qu'en fonction des quartiers, en fonction du niveau socio-économique, en fonction du niveau culturel, etc., on va avoir des difficultés qui sont différentes. En fonction du fait que ce soit un jeune ou une jeune, c'est pas toujours les mêmes difficultés. Et donc ça, c'est toujours, faut toujours être attentif à se dire, on peut mettre en place des politiques globales, mais attention, il faut qu'elles soient justes pour tout le monde. Alors moi, je pense que une difficulté qui pour moi est forte, qui est peut-être pas ressentie directement ici, mais qui pour moi est importante, c'est la gestion de l'avenir. Il faut que demain, les jeunes ont parfois de l'anxiété par rapport au futur, puissent vivre dans une planète durable. Donc c'est la question du dérèglement climatique, puissent aussi vivre dans un système social, sociétal qui soit durable également. Donc ça c'est toute la question de la formation par exemple, l'enseignement, la formation, le fait de pouvoir trouver un logement qui soit à des prix corrects pour se loger de manière digne, de pouvoir s'alimenter de manière correcte, de pouvoir avoir des loisirs, etc., etc. Je crois qu'il y a quand même certaines thématiques qui reviennent un petit peu, hein, malgré les milieux, les communes, tout ce qu'on veut. C'est la question de la précarité étudiante, qui est quand même de plus en plus forte. On entend de plus en plus que des étudiants viennent à se prostituer, par exemple, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir faire des études, etc. Donc là, il y a un vrai besoin, une vraie question à se poser. Peut-être dans un autre domaine, et peut-être pas pour tout le monde, mais il y a la question de l'éco-anxiété, qui, moi j'ai remarqué, revenait quand même assez fort, parce qu'en fait on se dit, on a une planète, on se rend compte que ça va pas tout à fait bien, et puis on se dit, nos parents, nos grands-parents, eux, c'était un peu les grandes années, les années folles, on avait le pétrole, on a avancé autant qu'on pouvait, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait on a un peu détruit, et on va plus pouvoir faire tout ça. Donc comment est-ce qu'on va faire ? C'est un peu la question que les jeunes peuvent se poser aussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on répond à toutes ces questions ? Ça c'est important. Tu as parlé de ce qui touche aux personnes peut-être plus directement. Ici, à Bruxelles, en fait, en Belgique, les étudiants sont très touchés par les réformes du décret paysage. Surtout là, il y a encore eu des nouvelles applications qui créent beaucoup de tensions. On a aussi parlé du fait que les étudiants doivent travailler, etc. Et en fait, tout ça est quand même corrélé. Est-ce que chez Défi, vous parlez de ce décret paysage ? Est-ce que vous avez un avis sur ça ? Alors bien sûr, chez Défi, on en parle beaucoup même. On a un avis, bien entendu. Alors j'avoue que c'est plus mes collègues qui travaillent au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui traitent de ces questions, puisque c'est pas de la compétence du Parlement bruxellois. Mais on en parle évidemment parce que l'enseignement, c'est pour nous une des matières les plus fondamentales. Il faut absolument qu'on puisse, la formation, l'enseignement, donner les mêmes chances à tous nos enfants, en fait, aux futurs enfants, étudiants, pour avoir un bagage solide et pouvoir avancer dans la vie. Ça, c'est très important. Alors, le décret paysage, effectivement, il pose des problèmes. On a quand même remarqué qu'en fait, on a diminué les taux de réussite avec ce décret paysage, donc ça ne va pas. Il faut quand même pouvoir dire qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en place.
assez récemment, et que du coup on doit peut-être quand même attendre l'évaluation de ces réformes, parce qu'on est quand même le champion en Belgique pour faire réforme sur réforme sans avoir attendu d'évaluer correctement la réforme précédente, et puis tout le monde s'y perd. Alors pour nous, ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner tout ça, en tout cas de plusieurs éléments importants. La première chose à faire, c'est un investissement. Il n'y a pas de priorisation, mais une des choses importantes à faire, un investissement au niveau des infrastructures, les bâtiments par exemple. Il faut un plan stratégique d'investissement dans les infrastructures. La Fédération Wallonie-Bruxelles est quasi en faillite. Les bâtiments, c'est une catastrophe. Un autre élément, c'est toute la question de faciliter, on va dire, la réussite de l'étudiant. Un étudiant qui prend plus de temps pour terminer ses études est un étudiant qui va avoir plus de problèmes de précarité, parce qu'il va prendre plus de temps pour rentrer dans la vie professionnelle, ça va coûter plus cher. On sait que les études, c'est un investissement aussi pour les familles, c'est parfois des sacrifices. Il faut payer un cote, il faut payer les Minerval, etc. etc. Donc nous, on est assez favorable du fait qu'il faudrait avoir des tests de connaissances de base, obligatoire avant de rentrer à l'université, par exemple, ou en enseignement supérieur, mais pas contraignant. C'est-à-dire que vous faites un test, on voit un peu où vous en êtes, et en fonction de ça, on peut réfléchir avec vous sur l'orientation que vous souhaitez. Et si vous souhaitez aller vers un secteur, mais qu'on constate que vous n'avez pas les compétences, alors on doit vous accompagner. Et il faut mettre en place de la remédiation, il faut mettre en place un suivi d'étudiants. Ça peut être avec des étudiants plus âgés, ça peut être avec l'université, ça peut être aussi avec les facultés, avec les organisations étudiantes, etc., etc. Ça, pour nous, c'est très important. Alors, c'est vrai que les universités, elles ont l'avantage d'avoir plein d'étudiants en première, parce que ça rapporte de l'argent, entre guillemets, puisqu'ils reçoivent des montants en fonction du nombre d'étudiants. Mais globalement, avoir un étudiant qui rate 2-3 fois, c'est destructeur pour l'étudiant, humainement. C'est destructeur pour la famille qui doit se priver parfois pour pouvoir lui payer ça, et pour finalement arriver à rien du tout. Il faut aussi, d'une manière globale, qu'on ait une revalorisation de l'enseignement technique et professionnel. C'est peut-être un peu avant les études, ça, quand on est plus jeune, parce que il y a des pays comme la Suisse, par exemple, où ça fonctionne très bien. Chez nous, ce sont des filières de relégation aujourd'hui. Ça ne va pas. Et alors, on doit aussi pouvoir travailler sur la question plus de la précarité étudiante, mais de l'accès aux études. Il faut remonter les seuils de bourse, parce qu'on a une explosion en fait d'inflation. En fait, tout coûte beaucoup plus cher. Il faut travailler à la question de création de logements pour étudiants, probablement sans doute avec des partenariats publics-privés, parce qu'à un moment donné, l'argent ne tombe pas du ciel. Et alors, au niveau du calcul en fait de toutes ces bourses, ces primes, il faut regarder le statut de l'étudiant en tant que tel. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes étudiant, mais que vous êtes en couple marié, ça peut arriver, ou père de famille, on va considérer les revenus de votre conjoint. Et alors, vous n'aurez probablement pas droit à une bourse, alors que vous êtes étudiant et que vous n'avez pas de revenus. Donc ça va pas. Il y a ça, mais il y a aussi même il y a des étudiants qui sont en rupture avec leur famille et qui, du coup, n'ont pas accès à une bourse alors qu'ils n'ont plus de contact avec leur famille. Mais il faut le prouver, quoi. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut avoir. Et nous, on estime aussi qu'il faudrait simplifier un peu toutes ces procédures, avoir peut-être un guichet unique aussi où l'étudiant peut venir et avoir la liste de tous les droits qu'il a et avoir une automaticité de ces droits. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez eus, vous ne devez pas refaire les démarches chaque année. Ça peut mieux fonctionner, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants en fait qui ne savent pas qu'ils ont droit à telle et telle aide. Merci. Et avant-dernière question. Donc, Défi a réalisé un bon coup en recrutant Michel Claise, qui est donc un ancien juge d'instruction spécialiste des questions de criminalité financière, de fraude. Alors, je vais vulgariser, mais donc la droite, d'un côté, veut réduire les impôts et la gauche, de l'autre côté, veut les augmenter. Est-ce qu'on peut pas dire que Défi, du coup, qui est au centre, veut, du coup, puiser dans ce fonds de criminalité Oui, mais alors c'est assez évident. Donc, pour la petite information, il n'y a pas eu de réforme fiscale avec ce gouvernement. Ça fonctionne pas. Alors qu'on sait qu'on a un des pays les plus taxés au monde par rapport au travail. On a plein de niches fiscales dans tous les sens. Il n'y a plus personne qui comprend rien, mais chacun tire son petit avantage. Ça ne va pas. Le juge Claise, ce qu'il nous dit, l'ancien juge Claise qui est maintenant candidat chez Défi, nous dit la criminalité financière, c'est des milliards. C'est des milliards d'argent qui passent sous les radars chaque année. Le trafic de cocaïne, le cannabis, la cybercriminalité. Quand vous recevez des mails de biposte pour aller chercher des colis que vous n'avez jamais commandés, c'est de la cybercriminalité. Ça fonctionne, c'est des milliards qui partent sous les radars chaque année. Donc il faut absolument investir. Je parlais de la prévention en termes de santé, mais c'est la même chose pour la justice. Il faut investir dans la prévention, dans la justice et dans la police pour permettre de récupérer cet argent qui pourrait être
alors utiliser au bénéfice de tous. Et investir dans la police et dans la justice, c'est d'abord investir pour le bienfait des populations les plus précarisées. Parce que ce sont elles qui n'auront pas les moyens de se défendre. Les riches auront toujours les moyens de trouver de quoi se défendre. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et d'important, effectivement. Et alors, si maintenant, on vous donnait une baguette magique et vous pouviez mettre immédiatement en place une réforme, laquelle est-ce que tu choisirais ? Oula, c'est Bonne chance. Ouais, franchement, c'est pas évident. Alors moi, par rapport à mes compétences, ou en tout cas à mon intérêt plus particulier qui est au niveau de l'environnement, moi je crois qu'il faut, alors ça va être un peu large ce que je vais dire, mais il faut absolument mettre en place des réformes qui permettent la décarbonation du système de la société, de la mobilité, de l'urbanisme, etc. etc. Parce que c'est une question qui est centrale aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à vivre, continuer à pouvoir produire des services, à aller travailler, à pouvoir prendre des loisirs, etc., mais dans une société qui soit durable. Et la décarbonation, elle est centrale. Alors, on a une petite tradition pour terminer du coup l'émission. C'est un tu préfères. Donc, je vais te proposer 2 choix et tu choisis du coup laquelle tu préfères. Alors, région ou communauté ? Dans quel sens ? À toi de... Bon, moi, je vais dire région parce que j'habite à Bruxelles et que c'est la région bruxelloise. Donc, voilà, je préfère la région. Rattacher la Wallonie à la France ou la France à la Wallonie ? Ni l'un ni l'autre, c'est possible. Et enfin, femme au foyer ou femme voilée ? Ouh là là, moi, une femme qui puisse, je sais pas tout à fait le tu préfères, mais je trouve que chacun doit pouvoir s'émanciper comme il le souhaite dans un pays, doit être libre de faire ce qu'il veut, dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la société tout entière. Donc voilà, si on veut être au foyer, c'est très bien. Si on veut faire autre chose, c'est très bien aussi. Faut que les personnes soient libres. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et ce temps. Peut-être, est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire à nos auditeurs, un livre, une pièce de théâtre, un film, une série. Donc, tu as déjà parlé d'un livre tout à l'heure, peut-être un deuxième. Mais comme vous tentez la perche, en fait, j'ai écrit un livre. Je l'ai sorti avant les fêtes et ça s'appelle Au cœur de l'île Rouge, carnet de bord d'un jeune vétérinaire. Donc ça relate un peu mes 2 ans d'expérience à Madagascar comme vétérinaire. Les histoires drôles, parce que quand on part pour 2 ans là-bas, dans ce genre de pays, il nous arrive plein de trucs qui nous arriveraient jamais ici. Des histoires moins drôles aussi, parce que malheureusement, c'est quand même un pays avec beaucoup de pauvreté. Et puis toute ma réflexion par rapport justement à l'agriculture, l'alimentation, cette agriculture qui doit nous nourrir, mais les agriculteurs, les agricultrices qui ne s'en sortent pas. Voilà, donc c'est sorti en auto-édition, au niveau du livre, ça s'appelle Le Livre en papier. Et donc on peut le commander dans toutes les librairies maintenant. Ça se lit très vite, c'est des petites histoires comme ça. Et des premiers retours que j'en ai eu, j'en ai déjà vendu plus ou moins 200. Les gens trouvent ça très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et alors peut-être oui, les bénéfices sont reversés à Vétérinaires sans frontières et à la ferme d'Anjou, qui était un petit projet de ferme d'animation pour les enfants que j'ai lancé à Oulé-Saint-Pierre il y a 3 ans, parce que je trouve que c'est important de sensibiliser la jeunesse, particulièrement les enfants, au respect de la nature, de l'environnement, l'alimentation durable. Parce que pour moi, c'est une action concrète en fait par rapport à toutes ces problématiques aujourd'hui de dérèglement climatique, de planète qui ne va pas bien. Eh bien, on doit travailler absolument avec les enfants, avec la jeunesse. Donc voilà, les bénéfices iront à ça. Et alors, si je peux me permettre une autre suggestion, je crois qu'elle ne tourne plus pour l'instant, mais parfois ils en refont. C'est la pièce de théâtre qui s'appelle Nourrir l'humanité, c'est un métier. C'est absolument magnifique comme pièce. Moi, ça me fait pleurer parce que c'est cette détresse du monde agricole. Et voilà, c'est d'actualité. Vous avez sans doute entendu que les agriculteurs manifestent ces jours-ci par rapport à leurs conditions, entre autres la surcharge administrative, etc. Ils n'en peuvent plus. La moyenne d'âge des agriculteurs, c'est 55 ans. Et donc la grande question, c'est qui va nous nourrir dans 10 ans, comment et avec quoi. Merci. Merci, Jonathan de Patoul, pour ton temps. Et à bientôt peut-être. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.